Notre invitée cette semaine, Lynn Beauchamp. Lynn Beauchamp, bonjour. Bienvenue à Mémoire. En 2010, vous acceptez la proposition de M. Charest de prendre l'éducation. Je me demandais, est-ce que vous avez hésité? Oui, bien sûr. J'ai hésité parce que j'ai des membres de ma famille à l'époque qui sont dans le milieu de l'éducation. Et moi, j'avais vécu une séparation personnelle au niveau de mon couple de l'époque en 2009. Et là arrive cette proposition et j'avais très peur de laisser sur l'autel de la politique. J'avais peur de laisser un autre fragment de ma vie. Après mon couple qui a souffert de l'engagement politique à l'évidence, là, il était question de ma famille. Et puis donc, j'ai hésité, mais j'ai envie de dire, mais incapable dans le contexte où on était à l'époque, incapable de dire non au premier ministre du Québec. C'est pas facile de dire non à un premier ministre du Québec quand on nous demande un engagement. Et puis donc, je l'ai fait. Mais il le sait, M. Charest, c'est dans notre discussion que je lui ai révélé que je craignais que ce mandat-là complique de nouveau ma vie personnelle. Donc, vous acceptez finalement sa proposition. Alors, quels sont les défis qui se présentent à vous là, dans cette première année, disons? En fait, il y avait eu une grande négociation collective signée peu de temps auparavant, donc qui concerne le milieu de l'éducation, mais il reste des morceaux à régler. Donc, ça concernait notamment les enfants avec des difficultés d'apprentissage ou des difficultés d'adaptation. Et les premiers mois de mon mandat à l'éducation, je considérais que c'était une chance, mais j'ai vraiment passé du temps à visiter des classes, à voir comment ça se passait dans des classes, à voir quel était le rôle des professionnels, vous savez, orthophonistes, orthopédagogues, comment pouvaient marcher certaines classes où on doublait les professeurs avec des professeurs ressources. Et ça nous a amené à négocier avec les syndicats, puis aussi à dévoiler un plan par rapport à cette question de la gestion des classes dans un contexte où il y avait de plus en plus d'enfants avec des problèmes d'apprentissage ou des handicaps ou des problèmes d'adaptation. Et mon tout début du mandat aussi, il fallait prendre certaines décisions concernant le bulletin. Là, je sais, c'est vraiment de l'histoire ancienne, mais à l'époque, vous sentirez peut-être qu'on était passé du bulletin chiffré au bulletin avec des petites icônes, au bulletin... Enfin... Et là, c'était les grandes discussions, mais j'ai eu à prendre des décisions très rapidement sur la question du bulletin. Et ce que j'ai compris, et peut-être que ça, j'aurais dû le comprendre plus vite, je ne l'avais pas réalisé, c'est que le ministère de l'Éducation est un ministère différent à gérer parce qu'il est dicté par un agenda. Et vous savez, ailleurs, dans les autres ministères, le ministère de la Culture, c'est des clientèles qui viennent te demander des sous. Puis c'est un ministère avec un secteur privé puis des créateurs. Il y a une petite tension parfois entre les deux. Il y a une forme de médiation, de négociation, mais c'est un ministère comme ça. L'environnement, on te donnerait tout l'argent que tu veux, que c'est pas tout le temps ça qui règle les questions. C'est plus un ministère de réglementation. C'est un ministère de politique. Et là, j'arrive dans un ministère qui est un réseau. Donc, c'est complètement différent aussi comme logique d'un point de vue ministériel. Mais la chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que c'est un ministère où il y a un calendrier d'exécution. Et donc, il faut que les décisions ministérielles soient prises à tel moment pour qu'elles soient communiquées à tel moment. À l'époque, c'était donc des commissions scolaires, pour que ça soit exécuté à tel moment dans le calendrier scolaire. Et pour moi, c'était... Quand on veut faire de la politique, puis qu'on est dans un contexte de politique partisane, dans les autres ministères, je me sentais plus en contrôle de l'agenda. Et donc, j'étais, je pense, un petit peu, moi, désarçonnée par le fait que, même si j'amenais des décisions, je sais pas, on va dire au mois de novembre, ben
seront pas exécutés avant presque une année. Et donc, ça change la dynamique politique. Tes décisions ne sont pas tout de suite visibles, ne sont pas mises en exécution. Et oui, j'étais désarçonnée un peu par ce calendrier scolaire qu'il fallait respecter, et c'est à tous les niveaux. Hein, Oui. Parce que moi, j'étais ministre, j'avais tous les réseaux de l'éducation, donc primaire, secondaire, collégiale, universitaire, le secteur de l'éducation aux adultes, la formation professionnelle. C'était un gros ministère. En septembre 2011, vous devenez vice-première ministre. Comment est-ce que vous qualifiez votre relation à ce moment-là avec le premier ministre? Comment ça se passe d'être le numéro 2? Premièrement, c'est drôle, c'est pas tant vis-à-vis le premier ministre, je trouve qu'il y a un impact comme vis-à-vis de tes collègues au sein du caucus. Parce que tout le monde se dit, oh, s'il se passe quelque chose qu'on ne souhaite pas, s'il y a un événement malheureux, si le premier ministre n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, c'est cette personne-là qui va nous mener pendant un certain nombre de temps. Et donc, je trouvais que les collègues se comportent un tout petit peu différemment parce qu'ils se disent que tu es dans une position où tu as un pouvoir supplémentaire. Et donc, il y avait un impact au niveau du caucus. Mais par la suite, moi, je l'ai vécu. Moi, je savais que je n'ai jamais eu aucun plan, j'ai jamais eu l'objectif d'être première ministre du Québec. Ça n'a jamais fait partie de mes plans. Et donc, assez vite, pour moi, c'était plutôt un poste où on est en soutien au premier ministre. Donc, ça veut dire que dans son agenda, déjà chargé, avec le comté, avec la charge ministérielle, bien, s'ajoute le fait qu'on te demande de remplacer le premier ministre à des événements publics, à des cérémonies. Je l'ai plus vécu comme ça. On arrive en juin 2012 et le projet de loi 56 propose d'ajouter des modifications à la loi sur l'instruction publique et la loi sur l'enseignement privé pour que les enseignants et les directions d'école soient responsables des actes d'intimidation commis dans leur milieu, dans leur lieu de travail. Comment est accueillie cette vision de la responsabilité des institutions? Je crois que ça a été assez bien accueilli parce qu'il y avait à ce moment-là, et à juste titre, beaucoup de pression médiatique sur des cas de jeunes Québécois, jeunes Québécoises, qui parfois même, on soupçonne qu'ils avaient mis fin à leur jour dans un contexte d'intimidation. Et deux principes qui étaient défendus dans ce projet de loi. Le premier principe est de dire que si on intervient, si on assiste à une situation d'intimidation, si quelqu'un intervient, bien, la plupart du temps, je ne me souviens plus de la statistique exacte, mais disons dans 90% des cas, 9 fois sur 10, l'intimidation va cesser. Et une fois que j'ai dit ça, l'autre élément de la loi était donc de rendre ça transparent. Un des principes était de dire il faut en parler. Parce que parfois, des écoles, des établissements pouvaient vouloir dire je ne veux pas que ça entraîne une mauvaise réputation à mon établissement. Mais je crois qu'on a réussi en se basant aussi sur ce que nous enseignait la recherche, la science, à dire non, l'intimidation, il faut qu'on la dévoile, il faut qu'on la nomme, il faut qu'on la dénonce et il faut que ça soit transparent. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y avait quelque chose d'ironique pour moi. J'ai passé des heures en commission parlementaire sur un projet de loi qui concernait l'intimidation, alors que je vivais moi-même à ce moment-là, personnellement, des gestes d'intimidation. Certains pourraient même parler d'une forme de menace, parce que c'était aussi ce qu'on appelait le conflit étudiant du printemps 2012. Donc, des fois, j'étais assise à ma banquette, à ma chaise, en train de parler d'intimidation à l'Assemblée nationale, et je me disais, étrange quand même, qu'on ne fasse pas plus le lien entre ce qu'on veut faire ici pour nos écoles et ce qui se passe en dehors. Mais vous dites ça, mais en même temps, on en a quand même parlé des actes dont vous aviez été victime et des intimidations que vous aviez reçues. Finalement, le sujet ressortait et vous avez pu en parler. Oui, vous avez raison, mais j'ai aussi choisi à ce moment-là. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne le sais toujours pas, mais je l'assume. Moi, j'ai choisi de ne pas mettre en lumière les gestes d'intimidation ou de menace que j'ai vécus. Donc, je vais juste prendre un exemple. On a su qu'on avait saccagé mon bureau de comté, bousculé de mon personnel, mais j'ai exigé qu'on ne prenne pas d'image. Il n'y a eu aucune image de mon bureau saccagé.
Parce que pour moi, dans le contexte où on était, qui était un contexte beaucoup plus large qu'un conflit étudiant, là, il y avait toutes sortes de groupuscules qui s'étaient greffés à ce mouvement social. J'analysais ça en me disant que pour certains, qui étaient plus des extrémistes, pas nécessairement membres des mouvements étudiants, ces images-là étaient des trophées. C'est ce qu'ils voulaient qu'on voit, qu'on pouvait détruire et tout. Donc, moi, j'ai refusé qu'on prenne ces images, tout comme lorsque c'est arrivé jusqu'à ma maison, donc mon domicile, je vivais seule. Il y a eu des gestes commis d'intimidation, donc on laisse des explosifs sous forme de bidons d'essence, des cigarettes éteintes, en tout cas tout pour qu'on comprenne que le feu aurait pu être mis. Et j'ai demandé qu'aucune image soit prise de ces objets-là ou de la situation. Donc, oui, on l'a su, mais moi, j'ai choisi qu'on ne le voit pas parce que je considérais que c'était... que si on avait tout vu ça, à cette époque-là, moi, j'analysais ça en disant que ça pouvait être un signe d'encouragement. Est-ce que ces gestes-là se poursuivent? Donc, c'est vraiment une période très difficile pour vous. Oui, oui. Bien, en fait, c'est une période aussi, juste en termes physiques, au niveau de la santé, c'est une période extrêmement exigeante. Non seulement je défends une loi à l'Assemblée nationale, mais il y a l'étude des crédits au printemps, qu'on appelle l'étude des budgets des ministères. Puis cette année-là, puis c'est le jeu politique, je le comprends très bien, mais je me retrouve avec plus d'heures en études de crédit que le ministre de la Santé, le plus gros budget du gouvernement. Donc, je crois que j'ai passé 23 heures ou 25 heures ou 28 heures, quelque chose comme ça en études des crédits. Donc, on veut que tu sois cloué à ta banquette et ça veut dire que tu te lèves pour aller négocier sur l'heure du midi ou tu négocies en soirée. C'était vraiment, vraiment, vraiment très exigeant. Nul doute, c'est très exigeant. Et j'ai réalisé après coup, des mois plus tard, comment je payais un prix physique, je dirais, de fatigue et puis de fatigue, je dirais, nerveuse. Oui. De fatigue nerveuse parce que par la suite, j'ai eu à donner des entrevues un peu après. Et moi, je sais que j'ai eu une forme de... J'ai juste le mot en anglais quand on dit breakdown nerveux, mais j'ai cassé. Mais que c'était... et honnêtement, je sais que je suis une femme forte, mais là, il y a vraiment eu une accumulation qui a fait que j'étais fatiguée. À quel moment c'est arrivé, justement, cette cassure? Ben, c'est à l'automne suivant, quand a commencé les travaux de la commission Charbonneau et que j'ai été interpellée sans inviter à aller témoigner, mais où on a cité mon nom à la fin de leur premier parcours, donc dernière journée avant les vacances de Noël. Et là, tu apprends qu'ils ont modifié leur ordre du jour et tu ne sais rien avant que finalement on mentionne ton nom à la commission Charbonneau. Et à ce moment-là, donc, je crois que c'est à ce moment-là, j'espère pas me tromper, mais c'est autour de ça que là, quand il fallait se défendre d'un point de vue médiatique, j'étais pas équipée. Je traînais cette fatigue de la crise étudiante et oui, j'ai cassé. Je peux dire que j'ai cassé au moment d'une entrevue et puis je me le reproche pas. Je me l'explique bien que j'ai cassé dans ces circonstances-là. Oui. Donc, finalement, vous décidez de donner votre démission. Est-ce qu'on a essayé de vous retenir? Ben, la réponse est oui et non, dans le sens que... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui... Ma décision était tellement prise que je crois que j'ai envoyé tous les signaux que ça valait pas la peine de passer beaucoup de temps à essayer de me convaincre de rester. Mais c'est évident que M. Charest m'a demandé de rester. Il m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, que je ne pouvais pas lui faire ça, que je ne pouvais pas m'en aller. Puis, dans le contexte complètement fou de l'époque, je lui ai dit avec raison que j'allais être la nouvelle de cette journée-là, puis que le lendemain, ça allait déjà être autre chose et que c'est pas vrai qu'il allait traîner ma démission comme un sujet très longtemps. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, oui, d'une certaine façon, lorsque j'ai eu cette discussion avec le premier ministre, il m'a demandé de rester, mais non, moi, ma réponse, elle était claire comme de l'eau de roche et je quittais. Vous avez dit, quand on vous a posé des questions plus précises sur les raisons de votre démission, que vous aviez l'impression que vous ne représentiez plus la solution. Vous n'étiez plus une personne capable de trouver une issue, une sortie. À quel moment vous vous en êtes rendu compte? Mais du moment qu'on a mené une proposition, j'étais consciente que les représentants étudiants, parce que c'est peut-être important de dire qu'à un moment donné, on a eu une entente qui devait être annoncée.
et que j'ai compris peut-être 48 heures plus tard que des représentants étudiants n'étaient pas capables d'aller chercher l'adhésion de leurs membres pour qu'on procède à cette annonce. Donc, je veux dire, il y a eu beaucoup de négociations secrètes parce que j'étais très préoccupée par la sécurité de ces gens-là qui étaient eux aussi soumis à des menaces. C'était une époque vraiment, on s'en souvient moins bien. Je trouve que des fois, on la rend un peu romantique alors qu'il y avait des enjeux de sécurité pour tout le monde. Et un jour, je me suis aperçue qu'on avait beau amener des propositions, vous savez, c'est un élastique, là. On avait beau se rapprocher, ben, l'élastique se retendait ou on demandait, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais un grand forum, une grande commission. Et quand je disais, ben, on va la faire à l'Assemblée nationale, non, nous n'avons pas confiance aux élus. Puis en passant, ça me fait sourire aujourd'hui de voir que les 3 leaders étudiants ont voulu être des élus, ont été des élus à l'Assemblée nationale, mais moi, j'ai eu droit à la réponse, on ne fait pas confiance aux élus. Enfin, donc, je voyais bien que toute démarche que moi je menais personnellement, qu'il y avait pas, en fait, il n'y avait pas de souhait de régler. Et donc, j'estimais que je n'étais plus la personne de la situation. Mais le vrai déclencheur a été quand même quand j'ai compris qu'une décision était prise au bureau du premier ministre pour déposer la loi qui était la loi, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 78, mais en fait, c'est la loi qui interdisait les manifestations. Alors qu'il y en avait beaucoup. Alors qu'il y en avait beaucoup. Oui. Et moi, à l'époque, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, nous savons que cette loi, les gens ont trouvé un exutoire qui a été les casseroles sur les balcons et tout ça. Mais moi, au moment où on me dit on va procéder ainsi, je ne sais pas qu'il y aura un exutoire. Et moi, je suis préoccupée par le fait, j'avais l'impression qu'on mettait de l'huile sur le feu, et je me souviens d'avoir dit à ce moment-là à M. Charest, je ne sais pas si lui s'en souvient, mais j'avais dit, tu sais, j'ai été ministre de l'Environnement, puis il y a un principe en environnement qui est un principe de précaution. Bien, moi, j'estime que là, on n'applique pas un principe de précaution dans ce contexte-là, et je ne suis pas du tout à l'aise avec cette loi-là. Donc, elle avait à la fois une préoccupation et une inquiétude, puis aussi une question de principe, où je n'étais pas à l'aise avec le principe de la loi par rapport à empêcher les manifestations. Et donc, c'est dans ce contexte-là aussi où j'ai décidé aussi d'abandonner mon siège de députée parce que je ne me voyais pas me lever pour voter pour cette loi. Mais moi, à l'été 2011, j'avais mené durant mes vacances une réflexion où j'envisageais de ne pas me représenter. Donc, il y avait déjà eu un cheminement personnel par rapport à comment j'allais mettre fin à cette carrière politique. Et notamment là pour des raisons vraiment de fatigue, mais aussi, on l'a évoqué, mais toute la question d'être un personnage public, d'être une figure publique. Un jour, j'en suis venue à me dire que ça ne me convenait pas et que je pouvais passer à autre chose. J'avais même avisé le premier ministre que j'étais en réflexion sur ça, mais quand même préciser qu'une semaine ou 2 semaines avant ma démission, je ne savais pas que j'allais démissionner. Il y a quand même eu des éléments qui ont provoqué ma démission, mais à l'évidence, je ne faisais plus partie de la solution. Et je veux juste vous rappeler aussi que, par exemple, dans la région de la Capitale-Nationale, dans des régions du Québec, il n'y avait pratiquement aucun établissement en grève. Et donc, tu es député à Montréal, tu reviens à Québec, puis les gens te disent « lâche pas », mais on donne rien parce que eux, dans leur territoire, les étudiants sont diplômés, les gens vont à l'école et tout. C'est que ça faisait, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il y avait une tension géographique qui s'incarnait dans l'Assemblée nationale, avec une majorité d'élus qui ne vivaient aucun contre-coup du mouvement étudiant, de cette crise sociale. C'était très particulier. Donc, à Montréal, les hélicoptères, les vitrines cassées, le métro bloqué, manifestations sur des ponts, des bureaux de comté saccagés. Mais sur une grande partie du territoire québécois, aucune trace de ça. Donc, ça faisait un élément de tension dans le caucus aussi. Le plus difficile était plutôt vraiment cette joute ici à Québec, dans l'Assemblée, d'essayer de convaincre les gens qu'il fallait bouger. Alors que plein de gens, comme je vous dis, la réalité, on l'oublie, mais c'est que plein de gens vivaient aucune conséquence du mouvement étudiant d'un point de vue politique. Donc, c'était très, très particulier. Ouais.
après, vous occupez des postes à l'international. Donc, vous allez devenir délégué du Canada à l'UNESCO, ensuite délégué général du Québec à Paris, et vous êtes représentant du premier ministre à l'Organisation internationale de la francophonie. Comment se sont vécues ces années-là et qu'est-ce que vous en retenez? Premièrement, une grande différence, c'est que j'ai donc vécu à l'étranger pour la première fois de ma vie. Je n'avais jamais quitté le Québec. Donc, je vis en France, je vis à Paris. Je vis à Paris dans des moments où ce sont les attaques terroristes. Donc, c'est Charlie Hebdo au moment où j'arrive, le même mois où j'arrive m'établir à Paris. C'est le Bataclan, c'est la présence de soldats français lourdement armés dans les rues de Paris. Ça a ensuite été les gilets jaunes, les manifestations, c'était... je racontais, je réalise que j'ai une couple d'années, moi, j'ai eu droit à un climat de manifestation et tout ça. Mais donc, c'est une vie très particulière. J'ai adoré l'UNESCO. Je veux dire, c'est une institution, un organe des Nations Unies. On y retrouve donc à l'époque 194 pays. Le Québec est un membre partie intégrante de la délégation canadienne. Nous parlons de notre propre voix dans le siège du Canada. Et c'est un organe auquel je crois beaucoup, qui s'occupe d'éducation, de sciences et d'environnement, et d'éducation, par exemple, de culture, éducation et sciences. Et je trouve que c'est le lieu des Nations Unies qui est comme un peu un lieu d'expérimentation. C'est un lieu où on va voir des diplomates, des politiciens, mais aussi des chercheurs, des jeunes. Et le Québec y a fait sa marque, notamment par la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Mais moi, j'ai voulu me rapprocher aussi de la Commission océanographique intergouvernementale. Donc, c'est mon passé de ministre de l'Environnement, cette loi sur l'eau. À l'époque aussi, il y avait cette stratégie maritime. Donc, j'ai fait en sorte que des chercheurs québécois puissent travailler à partir de cette commission à Paris. Et nous avons aussi mené au nom de l'UNESCO, une grande conférence internationale ici à Québec sur le phénomène de la radicalisation et Internet. Et donc, beaucoup de boulot en 2 ans à peine. Ensuite, Philippe Couillard, Christine Saint-Pierre m'ont demandé d'être la déléguée générale du Québec en France. Complètement différent. L'UNESCO, c'est ce qu'on appelle du multilatéral. Tu dois traiter avec un grand nombre de pays ou de gouvernements. Délégué général du Québec en France, c'est ce qu'on appelle le bilatéral. Donc, c'est vraiment principalement ta relation avec le gouvernement français. Et le Québec, depuis le général de Gaulle et Jean Lesage, a cette relation qu'on dit unique, particulière, privilégiée, où la France accorde un statut diplomatique particulier au Québec. J'ai aussi adoré ça, une équipe formidable de 50 personnes à la délégation, mais vraiment une charge de travail incroyable. Une charge de travail comme lorsque j'étais ministre de la Culture, où on doit travailler matin, midi, soir, parce que beaucoup de visites ministérielles, beaucoup de missions économiques, beaucoup de missions culturelles, beaucoup de missions universitaires, scientifiques. Puis on vit sur plusieurs créneaux horaires. Donc, on commence notre journée, mais si Québec veut une réponse, puis que pour nous, il est 23 heures, ben on doit répondre au courriel ou au téléphone. Donc, de très longues journées, mais quelque chose de fascinant. Puis comme vous disiez aussi, ben j'ai eu à travailler comme Sherpa, représentante personnelle du premier ministre pour la francophonie, qui est un autre monde en soi. Assez difficile, le monde de la francophonie. Il y a cet esprit colonialiste, ou plutôt, je devrais dire, de décolonisation qu'il faut continuer à travailler, mais qui rend les relations entre les bailleurs de fonds principaux qui viennent du Nord et cet ensemble de pays du Sud, qui rendent les relations, qui représentent en soi un défi, je dirais. Mais le Québec, il y a un siège, on a cette chance-là, et il y a des opportunités extraordinaires pour le Québec à travers la francophonie. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaiterait s'engager en politique aujourd'hui? Premièrement, je lui dirais d'y aller. C'est sûr, pas nécessairement à n'importe quelle condition, mais je veux dire, ça prend des femmes en politique. Et la politique, à l'Assemblée nationale, on a besoin de gens, d'hommes et de femmes, et beaucoup de femmes, avec un bagage de vie, tout simplement. Donc, ça se peut que vous veniez du monde syndical, du monde de l'éducation, du milieu des affaires, mais vous arrivez avec votre bagage de vie. Ça n'existe pas d'être prêt pour faire de la politique. On y amène son bagage de vie. Et donc, je dirais aux femmes de ne pas chercher à se dire qu'il faut qu'elles attendent d'être prêtes. Ça n'existe pas.
on n'est pas interpellé uniquement sur une base de compétences, on est interpellé sur une base de courage. Et je termine en disant, donc, l'autre élément que j'amènerais, c'est tu n'es pas parfaite, tu dois trouver ta ligne de force. Pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que tu vas représenter dans ce milieu? Puis surtout, c'est, à la fin, mon meilleur conseil, c'est tu peux pas aller en politique parce que tu as besoin d'être aimé. Tu peux pas aller en politique, donc je vais ressortir mes mots d'ancienne quasi-psychologue. Il faut pas que tu ailles en politique par narcissisme, parce que tu as quelque chose, toi, à nourrir, que tu vas être connu, ou tu vas pas en politique pour ça. Donc, vraiment, tu n'y vas pas pour être aimé. À l'évidence, là. Tu rentres à quelque part, il va y avoir une majorité de personnes, s'ils savent que tu fais de la politique, qui t'aimeront pas. Donc, il faut que ton estime de toi, ton amour de toi-même, comment tu prends soin de toi, il faut que tu fasses tout ça en dehors de la politique. Et donc, ça veut dire prendre soin de son couple, de sa famille, garder son réseau d'amis, vraiment garder des gens autour de nous qui sont capables de nous rappeler qui on est profondément. Puis la politique, c'est plutôt un engagement, c'est plutôt du service. Ça nous interpelle sous l'angle du courage. Mais c'est la démocratie. C'est tellement fragile que ça prend des gens pour s'en occuper, lui donner de la légitimité. Donc à la fin, j'encourage les femmes à aller dans l'arène politique. Ça en prend, absolument. Lynn Beauchamp, merci. Ça fait plaisir. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'entrer ici après tant d'années? Bien, premièrement, je veux vous remercier parce que c'est un honneur. Hein? Seulement les élus peuvent fouler le tapis bleu du Salon Bleu, parfois, exceptionnellement, d'autres personnes dans certaines circonstances, mais ça reste un privilège. Et je suis contente de revenir. En fait, j'étais jamais revenue. J'y tenais pas. Puis là, je réalise que je suis contente d'être là. Bien, vous savez, c'est une salle extrêmement impressionnante, très significative. Et j'ai passé 15 ans, hein, c'est que ça me touche beaucoup. Et quel est votre meilleur souvenir ici? C'est une bonne question. Il y en a tellement. Premièrement, quand je suis rentrée, là, moi, j'ai été de l'autre côté, du côté de l'opposition, du côté du pouvoir. J'ai été leader adjointe. J'ai occupé beaucoup de ces sièges et tout. Je dirais que le meilleur souvenir demeure plutôt le fait d'y entrer à chaque jour. Et je pense que j'y ai toujours rentré en étant pas mal consciente du privilège et de la responsabilité que c'était. Puis ensuite, finalement, à la fin, il y a la camaraderie. Là. Ici, il y a une ambiance, tout le monde vous le dira, il y a une ambiance de collège. Là. Il y a la camaraderie avec les collègues, les députés de l'opposition qui viennent te voir pour te parler d'un dossier. Il y a beaucoup de camaraderie à travers ces banquettes et ça demeure aussi un très bon souvenir.